Madame, monsieur, recevez nos chaleureuses salutations depuis vos positions respectives. Vous suivez bien sûr un NSX Show, votre émission de divertissement qui vous permet de vous divertir et de vous relaxer. Nos chroniqueurs et chroniqueuses défileront par ici pour vous parler des sujets d'actualité. Justement, parlant des sujets, Merveille Assoba va nous entretenir sur l'intelligence artificielle, ses atouts et revers. Jennifer Nobime, quant à elle, nous parlera de l'impact des réseaux sociaux sur les relations humaines. Notre expert santé maison Irène Dotier nous aidera à découvrir une pathologie peu connue du grand public. Il s'agit bien sûr de la gastro-entérite. On aura le temps de comprendre tout cela. Luis Adjaï Soudé a un sujet sur la polygamie. On ne cessera jamais d'en parler également. Sa chronique est intitulée Polygamie entre tradition et déviance moderne. Philippe Leconon va boucler avec sa chronique sur le suivisme des jeunes filles. ENSX Show, top, c'est parti. Premier chroniqueur sur le plateau, il s'agit de Merveille Assoba. Merveille Assoba, bonjour. Bonjour Donatien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ouais. Merci. Alors, votre chronique est intitulée L'intelligence artificielle, ses atouts et revers de la médaille. Alors, dites-nous, que peut-on comprendre par l'intelligence artificielle? L'une des meilleures innovations dans le domaine du numérique est la création de l'IA. L'IA consiste à créer des machines intelligentes capables de résoudre des problèmes et de prendre des décisions, imitant ainsi la capacité cognitive humaine. Alors, quels sont les avantages de l'intelligence artificielle? Au nombre des avantages de l'intelligence artificielle, nous pouvons en citer trois. Oui. D'abord, il y a l'automatisation. Ouais. C'est-à-dire, grâce à l'apport de l'IA, il y a des machines qui sont capables d'effectuer plusieurs tâches sans l'intervention humaine. Oui. On a surtout la précision, c'est-à-dire, grâce à l'IA, beaucoup d'erreurs humaines sont à éviter. Surtout, par exemple, quand nous prenons le téléphone, nous écrivons peut-être un texto maintenant, et on fait une faute d'orthographe, l'IA rapidement nous corrige, nous signale La ça. correction orthographique automatique. Voilà, exactement. Donc, c'est l'IA qui permet de faire tout ça. Il Il y a surtout aussi l'optimisation. l'optimisation. Voilà. Donc, si je récapitule, les avantages de l'IA sont l'automatisation, la précision et l'optimisation. Alors, l'intelligence artificielle dont vous parlez, est-ce que ça n'a pas des conséquences, ça n'a pas des revers sur l'humanité? Oui, bien évidemment, l'intelligence artificielle a aussi, disons, il y a un revers de médaille à l'intelligence artificielle. Oui. D'abord, les deux premiers inconvénients de l'IA sont liés d'abord à la conception et aussi à l'utilisation. Bien sûr, parlant de l'homme. Oui. D'abord, parlant de la conception, il y a des intelligences artificielles qui sont construites, mais constituées dans de buts malsains. C'est le cas surtout de Fraude GPT. Fraude GPT. Par exemple, quand vous prenez Fraude GPT, Oui. c'est surtout utilisé par des personnes malveillantes, visant à créer des messages, des contenus c'est pas, mais Pour nuire tromper, voilà, pour tromper la vigilance vigilance des gens. D'accord. Donc, parlant de l'utilisation, par exemple, c'est surtout l'IA générative. Le chat GPT, Bing et consorts. Voilà. Donc, c'est utilisé, par exemple, l'IA générative, c'est plus pour générer des contenus vidéo, audio, et textes et consorts. Mais ça trompe surtout concernant l'information. On se demande, mais qu'est-ce qui est vrai? Quelle information est vraie? Ça trompe la vigilance en quelque sorte. Oui. Il y a aussi l'hypertrucage, et surtout avec Photoshop et autres. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle chez vous? Bien évidemment, j'utilise l'intelligence artificielle. Et quel inconvénient ça a déjà eu sur vous? Bon, je ne dirais pas que l'intelligence artificielle a eu d'inconvénients sur moi. Parce que, bon, comme... Vous savez comment l'utiliser? Voilà. D'accord. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, on va installer notre deuxième chroniqueuse. Non loin de l'intelligence artificielle, nous avons bien sûr les réseaux sociaux. Ces nouvelles technologies qui nous permettent de communiquer et d'échanger. Et c'est justement pourquoi Jennifer Nobime est venue nous parler de l'impact des réseaux sociaux sur les relations humaines. Jennifer, bonjour. Bonjour Donatien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, vous allez nous parler bien sûr de l'impact des réseaux sociaux sur les relations humaines. Nous vous écoutons. Effectivement. Les réseaux sociaux ont révolutionné la manière dont nous communiquons et interagissons. Mais nous ne devons pas oublier que ces impacts sur nos relations humaines ne sont pas toujours positifs. Sur les réseaux sociaux, les interactions se limitent souvent à des likes, des commentaires rapides ou des émoticônes. Cela peut conduire à une déconnexion émotionnelle où les individus n'arrivent plus à exprimer leurs sentiments réels de manière authentique.
Ces différents réseaux sociaux sont souvent utilisés pour mettre en avant des versions idéalisées de nos vies. Parfois, en voyant les moments heureux que partagent d'autres personnes sur leurs réseaux sociaux, certaines personnes peuvent se sentir en compétition ou insatisfaits de leur propre vie, ce qui peut alimenter en eux un sentiment d'envie et ou d'infériorité. La fréquente présence des réseaux sociaux entraîne une constante distraction lors des interactions en face à face, parce que les gens préfèrent manipuler leur téléphone plutôt que de se concentrer pleinement sur la conversation. Aussi, n'oublions pas cet aspect, l'usage des retouches et des filtres disponibles sur les réseaux sociaux modifie la perception de soi et des autres en créant des attentes idéalistes en termes d'apparence physique et de style de vie. En conclusion, bien que les réseaux sociaux offrent de nombreux avantages en termes de connectivité, nous devons reconnaître et comprendre les façons dont ils peuvent influencer négativement nos relations humaines. Merci. Merci beaucoup à vous. Dites-nous, est-ce que vous êtes accro des réseaux sociaux? Non, pas du tout. Et pourquoi? Bon, accro, moi je suis plus au WhatsApp et puis... Ou WhatsApp? Oui, effectivement. Oui. Donc, je ne suis pas vraiment active sur Facebook. Et puis, les personnes qui sont vraiment accro des réseaux sociaux sont plus sur Facebook, Instagram, WhatsApp, c'est plus la famille et quelques parents proches, quoi. Justement, lorsque vous parlez de l'impact des réseaux sociaux sur les relations humaines, est-ce que vous avez déjà été atteinte, voilà, par, je dirais, par la détresse émotionnelle liée aux réseaux sociaux? Détresse émotionnelle, non, pas vraiment, non. Je pense que ça touche beaucoup plus les personnes qui cherchent de la visibilité sur les réseaux sociaux, qui partagent, commentent. C'est un peu ça. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Je vous en prie. Alors, maintenant, nous allons parler santé et bien-être. On va installer notre expert maison Irène Gauthier sur le plateau. Je l'ai annoncé, nous irons à la découverte d'une nouvelle pathologie qu'on appelle la gastro-entérite. Irène Gauthier, bonjour. Donatien, bonjour. Alors, dites-nous, que peut-on comprendre par la gastro-entérite? Merci Donatien. Alors, quand on parle de la gastro-entérite, il faut déjà comprendre que c'est une inflammation du système digestif. Et cette maladie, elle peut entraîner la nausée, les vomissements, les céphalées généralement, les douleurs abdominales et la fièvre. Dans cette pathologie, le grand souci qu'on rencontre, il faut noter que c'est la déshydratation. La déshydratation. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui peut causer la gastro-entérite? La gastro-entérite, elle peut être d'origine bactérienne, c'est-à-dire qu'elle est provoquée par la consommation d'eau ou de nourriture contaminée. Elle peut aussi se transmettre par le contact direct avec les malades. C'est-à-dire quand une personne est atteinte de cette maladie et que tu es en contact direct avec cette dernière, tu peux facilement contracter cela. Ah, on dirait le sida, hein? Alors dites-moi, est-ce qu'on peut en guérir? Bien sûr, Donatien, on en peut quoi en guérir. La plupart des gens se rétablissent d'eux-mêmes spontanément en 1 ou 2 jours, sans traitement particulier. Il faut juste se reposer au lit le temps que la douleur ne cesse. Ne pas manger durant quelques heures pour permettre au système digestif de récupérer. Boire autant d'eau que possible. Il est vrai que boire de l'eau augmentera la diarrhée, mais si le patient il reste sans boire de l'eau, il va se déshydrater. Alors, il est important que celui-ci prenne 2 ou 3 litres d'eau par jour pour se réhydrater. Voilà, le corps en a vraiment besoin. Il faut également prendre des boissons énergétiques. Ce sont des boissons qui contiennent principalement de l'eau pour la réhydratation ou carrément se procurer une solution de réhydratation à la pharmacie. Éviter tout produit laitier et les œufs quand on est atteinte de cette maladie. Il faut également éviter l'alcool. Une fois les nausées disparues, on peut reprendre progressivement une alimentation solide tout en privilégiant bien sûr certains aliments plus faciles à digérer. En ce qui concerne la gastro-entérite d'origine bactérienne, elle se traite généralement par les antibiotiques. Pour un éventuel traitement médicamenteux, il faut boire des préparations liquides riches en sels minéraux. Il faut manger et boire en petite quantité. Éviter les breuvages excessivement
sucrés qui, par phénomène d'osmose, entretiennent les diarrhées tonacines. Voilà en résumé ce qu'on peut comprendre de cette pathologie. Merci beaucoup. Grâce à vous, nous avons su beaucoup plus sur la gastro-entérite. Merci d'être passé sur le plateau. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Allez, le sujet croustillant que nous attendons tous, c'est bien sûr le sujet lié à la polygamie. On va installer Luis Adjaïsouli. Le sujet des frères est toujours la chronique encore et encore. Il s'agit bien sûr de la polygamie. Polygamie en tradition et déviance moderne. Luis Adjaïsouli, bonjour. Bonjour Donatien. Mais pourquoi avoir fait l'option de ce sujet? Parce que c'est un sujet qui fait beaucoup de polémiques. D'accord. Alors, dites-nous, on vous écoute pour votre chronique. Déjà, on parle de la polygamie. Il faudrait qu'on se comprenne. La polygamie, c'est la relation conjugale entre une personne et d'autres personnes. Ça peut être un homme avec plusieurs femmes ou une femme avec plusieurs hommes. Mais le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la polygynie. C'est la relation conjugale où un homme prend plusieurs épouses. Voilà. Maintenant, la polygamie, si on doit suivre la logique sociale, la polygamie est un thème complexe aux réalités changeantes et se dévoile sous différents angles entre héritage ancestral et interprétation contemporaine. De nos jours, on voit les jeunes garçons qui veulent avoir plusieurs femmes, mais pourquoi? Parce que si on doit analyser, nos parents l'adoptaient pour des raisons utilitaires telles que l'aide aux travaux champêtres ou la prospérité familiale. Cependant, la jeunesse actuelle l'embrasse pour le plaisir charnel, notamment en milieu urbain, précisons, parce que les nordistes, par exemple, eux, c'est toujours d'actualité chez eux. Eux, ils ne choisissent pas plusieurs femmes. La région Adja aussi. Voilà. Donc, les motivations vers le désir éphémère, c'est ce qui intéresse beaucoup plus les jeunes citadins. Autrefois perçue comme une richesse familiale, la polygamie de nos jeunes citadins marque la rivalité entre partenaires, désacralisant ainsi le fondement harmonieux des structures familiales. Cette évolution soulève des questions cruciales sur la préservation des valeurs traditionnelles et la compréhension des motivations de la jeunesse moderne. Certains hommes enclenchent le processus de la polygamie pour légitimer leur pulsion démesurée, mais cela ne se nourrit que de la haine et de la compétition entre les femmes, loin de la collaboration harmonieuse d'antan. Vous savez, il y a des hommes qui, par exemple, en épousant une femme, ne prennent pas conscience des risques. Parce que quand tu prends une femme, si la première n'est pas d'accord, elle peut aller voir un féticheur ou ci ou ça, parce qu'elle veut garder. Il n'était que nulle part que l'on doit demander la permission de sa première femme de prendre une deuxième femme. Je suis désolée, c'est vrai que la logique est ainsi, mais quand même, pour prendre une seconde femme, sur celle qui est là, tu dois prendre son avis. Maintenant, qu'est-ce qui va te pousser à aller prendre une deuxième femme? Vous devez en discuter, parce que si tu viens, voilà, tu es l'homme, tu prends ta décision, tu dis, voilà, je prends une deuxième femme, tu n'as pas ton mot à dire, je suis désolée, vous avez des morts sur la conscience. L'homme a des comptes à rendre à sa femme. Je suis désolée, mais c'est la réalité des femmes, ça, en fait. D'accord. Donc, on note par exemple des femmes prêtes à tout pour éliminer leur rival, des hommes cherchant à légitimer leur liaison extra-conjugale. Cela, parce qu'ils ont des maîtresses, je dirais, les maîtresses les obligent à les légaliser. Ayant cette pression là-bas, ils veulent montrer qu'ils sont l'homme de la maison. Je prends mes décisions, ils viennent. Ces maîtresses-là peuvent tant bien détruire la vie de la femme. La première femme que tu as eu, ton premier amour, comme nos jeunes le disent. On le dit souvent très d'ailleurs. Ton premier amour peuvent détruire cet âme-là. Ou au contraire, ils se disent, bon, j'ai trouvé ma première femme, mais elle n'a pas un bon caractère, elle ne me satisfait pas au lit, elle ne satisfait pas mon ventre, elle ne satisfait pas si, elle ne satisfait... Je suis désolée, c'est pas la réalité ça. Parce qu'avant de vous marier, vous avez eu le temps de vous connaître. Vous ne vous êtes pas connus un jour, vous ne vous êtes pas connus par exemple le 14 février et le 15 février, vous êtes mariés. C'est tout un processus. Donc vous avez eu le temps de l'analyser et de l'étudier. Si elle n'est pas adéquate à vos critères, vous la dégagez, c'est simple. Mais jusqu'à la mettre dans votre chambre, lui porter l'anneau
ça veut dire que réellement, c'est sincère ce que vous êtes en train de faire. Donc, prendre une autre femme sous prétexte que, voilà, elle n'est pas dans vos critères, je dis que c'est inutile et c'est une réflexion, excusez-moi, mais une réflexion bête. C'est une réflexion Donc, vous demandez à ce que l'on fasse le vœu de fidélité à nos femmes. Je ne suis pas contre la polygamie. Mais si vous voulez faire de la polygamie, que vos raisons soient soudées. La polygamie est responsable. La polygamie est responsable, voilà. Vous devez être sûr de ce que... Non, ça, je veux prendre cette deuxième femme parce que je me dis, ma femme, peut-être, si c'est parce qu'elle se fatigue, par exemple, elle devient âgée. Bon, elle devient âgée sexuellement, c'est plus trop ça. Donc, vous allez prendre une jeune fraîche là pour vous rafraîchir le sang. C'est compréhensible. Mais nous dit, bon, voilà, Jean, juste, je veux et je le fais. Ce n'est pas bien. Coordonner une famille polygamique exige leadership, prise de décision, sagesse et fermeté, loin des motivations impulsives, autant de qualités nécessaires pour maintenir l'harmonie au sein du foyer. Donatien n'est pas polygame qui veut, mais qui peut, comme je le disais. Merci beaucoup, on vous aura compris longuement. Alors dites-nous, est-ce que vous autres, vous êtes prêtes à vivre dans un foyer polygamique? Bon, ma réponse peut vous choquer, mais déjà, je ne suis pas contre choquez-nous d'ailleurs. Nous sommes prêts pour ça. Choquez-nous d'ailleurs. Non, je ne suis pas contre la polygamie déjà. Mais je ne me vois pas rentrer dans une famille polygame. Mais quand vous me voyez, j'ai les atouts qu'il faut pour construire un homme. Personne n'en doute d'ailleurs. Donc, je ne parle pas seulement des atouts physiques, désolé. Mais en tout cas, est-ce que nous, on voit que de ça, on parle? Non, je suis désolée. D'accord. Les atouts moraux également. Donc, je me dis qu'un homme n'aurait pas besoin d'aller prendre une deuxième femme. Merci beaucoup. On vous aura compris longuement. Vous avez bien, je l'ai bien dit, hein, que le sujet est vraiment croustillant. Vous l'avez constaté d'ailleurs. On va essayer notre dernier chroniqueur sur le plateau. Il s'appelle bien sûr Philippe Lokono. Philippe Lokono, bonjour. Donatien Sorano, bonjour. Alors, entre modernité et suivisme, les jeunes filles se perdent et se noient. C'est bien sûr le thème de votre chronique. En effet, Donatien, et je vous raconte ici le cas d'une jeune bachelière de 16 ans, d'accord, qui avait quitté sa campagne toute fraîche pour venir s'installer en ville après le baccalauréat, afin de poursuivre ses études universitaires. Et pour cet âme esprit, d'accord, pur, hein, et cette âme innocente, c'est une opportunité en or pour réaliser ses rêves qu'elle a toujours chéris, qu'il a hanté toutes les nuits. Oui, et elle voulait devenir avocate et défendre les innocents. D'accord, elle avait horreur de l'injustice et elle voulait rectifier le tir. Et pleine de vie, elle voulait conquérir le monde, décrocher les étoiles, d'accord, faire parvenir, aller au bout de cette carrière-là. Mais pourquoi se sentait-elle si isolée et différente des autres à Cotonou? Et pourquoi ressentait-elle un complexe d'infériorité en présence de ses pairs? Elle s'est posé plusieurs fois ces questions, pourquoi elle se sentait qu'elle n'avait pas sa place dans tout ce brouhaha que représentait la ville pour elle. Et mille et une questions qui la tourmentaient, qui la chatouaient, et elle ressentait le besoin de se livrer, d'accord, à une amie. Demande conseil. C'est ainsi qu'elle fit la connaissance de Ablawa, sa compagne, sa camarade de classe, d'Amphi, qui lui a posé quelques questions. Et des réponses, elle en a eu. D'accord, des réponses choquantes. D'abord, on lui dit, tu n'es pas à la mode. Ici, c'est la ville. Et tu t'es vêtue comme une nonne sortie d'un couvent religieux. Ce fut un choc pour elle. Elle se dit, mais comment ça peut arriver? Bien qu'elle ne voyait rien de mal, d'accord, à sa seule robe, semblable à celle portée par les religieuses, justement, elle y tenait vraiment, car c'était la seule héritage qu'elle a reçu de sa défunte mère. Mais, pardon. Néanmoins, elle accepta de faire tout de même, d'accord, de se correspondre, d'accord, à cette nouvelle norme qu'on lui présentait. Et elle s'est livrée aujourd'hui à des hauts décolletés, des dos nus, des crop-tops, des mini-jupes exposant des jambes, collants moulants, etc. Voici le nouveau... la société. Voilà, justement. Et voici le nouveau style vestimentaire qu'a adopté la nouvelle venue, qui n'a pas mis long feu à s'y habituer. C'est naturel, on le fait souvent, ça devient répétitif. D'accord? Pourquoi devrait-elle d'ailleurs, quand c'est ce que signifie être à la mode? D'accord? Désormais, elle est au goût de tout le monde. Tous ceux qui la voyaient comme une fille innocente, qu'on ne voyait même pas, elle était voilée. La petite fille du village a changé. Voilà, a changé. La petite citadelle du village, de la ville du moins. Elle est devenue civilisée. Elle est courtisée et convoitée de partout. Elle recevait plusieurs cadeaux coûteux en provenance de ces d'innombrables prétendants qui voltigeaient autour d'elle comme des mouches autour d'un excrément frais.
C'est aussi qu'elle a commencé à fréquenter des lieux que même dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait jamais imaginé, d'accord, mettre pied un jour. Plus elle mangeait la vie, comme on le dit dans le jargon, plus son absence en salle se faisait remarquer. Et bienvenue le chef. D'un revers de la main, elle avait balayé et jeté à la poubelle tous les conseils impétrés de sagesse que lui avait prodigué son oncle avant son départ pour la ville. Il faut suivre. Aujourd'hui, la tendance est ressembler à Rihanna, à Blanche Belly, à Kadibi et Doulassier. C'est bien dommage. C'est vraiment dommage pour la jeunesse féminine. Dites-nous, alors, ces problèmes-là ne sont pas d'ordre psychologique par hasard? Oui, je le dis, c'est d'abord psychologique avant d'être physique. Oui. Parce que c'est d'abord dans la tête que le changement s'est produit. Le déclic a été spontané. On lui a d'abord dit, et puis il faut changer. Et le changement a d'abord commencé par son mental. Parce qu'elle a commencé par se rendre compte que, en fait, elle n'est pas sur la même longueur que les autres. Il faut être sur la même longueur. Pas la mode. Voilà, donc il faut d'abord se conformer. Et dans la tête, elle a commencé par travailler sa tête, travailler son méninge pour dire, bon, aujourd'hui, je vais choisir maintenant des tenues. Aujourd'hui, je vais me mettre sur mon 41 autrement que ma robe de religieuse. Voilà. Il faut que je change de paradigme pour pouvoir me conformer aux autres. Et c'est ce problème-là, c'est d'abord là qu'il faut vraiment percevoir le problème avant de le percevoir physiquement. Justement, comment amener ces jeunes filles-là à changer de paradigme? Alors là, d'abord, il faut d'abord un coaching mental. Il faut les amener d'abord à comprendre que la valeur de la femme, c'est pas d'abord dans dans le dépravé, c'est pas d'abord dans le tout va à la va-vite, c'est d'abord un travail, d'accord, qui doit se faire mentalement, comprendre l'enjeu, se dire, bon voilà, ce que je veux, ce n'est pas là-bas que cela se trouve. Parce que dans ma robe de nonne, je peux bien être une femme pleine de vertus, pleine de valeurs. Je peux bien être une figure dans la société. Ce n'est pas en exposant mon corps que je deviens un objet, d'accord, convoité, mais c'est en préservant la dignité qui est en moi. Et ça, la dignité, c'est d'abord psychologique. Parce qu'on dit, vous pouvez rétablir peut-être l'honneur qui vous a été pris, vous pouvez peut-être rétablir votre richesse perdue, mais vous ne rétablissez pas votre dignité. Parce que c'est la seule chose que quand vous la perdez, c'est jusqu'à la mort. Vous ne pouvez pas la récupérer. Et ça, c'est d'abord ça. Le travail doit être psychologique, travailler d'abord le mental, d'abord promouvoir une sensibilisation, d'accord, et amener les gens à comprendre l'enjeu du côté psychologique avant de le percevoir physiquement. Merci beaucoup, Philippe Alokono. Le plaisir est partagé. En tout cas, ce que moi je retiens de votre présentation, bien sûr, préserver sa dignité. Justement. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, vous qui avez suivi depuis le début, merci à tous. Merci à tous les chroniqueurs et chroniqueuses qui sont passés sur le plateau. Merci également à l'équipe de production. À très bientôt si la provision divine nous l'accorde. À très bientôt.